24 heures. 24 heures, c'est ce qui nous sépare désormais du jour où l'humanité va réussir son plus grand exploit, se poser sur la Lune. Pourtant, au sol et à bord du vaisseau, on ne se presse pas et on ne panique pas. La journée commence d'ailleurs avec une bonne nouvelle pour les astronautes. Le centre de contrôle leur accorde 2h30 de sommeil supplémentaire. Pourquoi ? Tout simplement car la 4e correction de trajectoire prévue a été annulée, celle de la veille ayant été assez précise pour s'en passer. En plus, les astronautes ne dorment que d'un œil, car regarder la Terre, devenue un petit point bleuté, est vraiment un spectacle fascinant et hypnotique. Au moment de leur réveil, on est alors plus qu'à 11 000 nautiques de la Lune. Ils peuvent d'ailleurs observer cette dernière pendant qu'ils prennent leur petit déjeuner. Ils y apercevront d'ailleurs le cratère Tycho. C'est quand même assez déstabilisant de manger, comme tous les matins, sauf que cette fois on voit un gigantesque monde inexploré devant la fenêtre. Par la suite, ils prendront plusieurs photos de la couronne solaire, photos qui aideront la NASA à voir s'il y a des différences avec celles faites sur Terre, car tant qu'on est dans l'espace, autant en profiter. On est alors à 9 700 000 nautiques de notre satellite. Ça ne se voit pas vraiment, mais on approche, lentement, mais sûrement. Par la suite, le Capcom racontera toutes les actualités du jour à l'équipage, où ils apprendront que leur mission fait encore une fois la une de tous les journaux, et même la Pravda soviétique parlera de leur mission. Ils ont l'impression que le monde entier parle d'eux. Pourtant, quand ils tendent l'oreille, pas de bruit de foule déchaînée, juste le bruit de fond du module de commande, et derrière, le silence absolu du vide spatial. Par la suite, le Capcom leur communiquera des informations très intéressantes provenant de l'astrologue de Houston. Et cette dernière va d'abord annoncer aux 3 membres d'équipage que tous les astres sont alignés pour la réussite de la mission. Elle récitera ensuite l'horoscope détaillé de chaque astronaute. Mais comme elle n'a pas l'heure exacte de la naissance de Collins, elle lui donnera le même que Neil. Dans la cabine, Neil, Buzz et Aldrin rigolent presque aux larmes, leur offrant l'occasion de relâcher un peu l'énorme pression qui s'est accumulée pendant les 3 jours précédents. Et tandis que l'on est à 8200 000 nautiques de la Lune, les ingénieurs de la NASA et l'équipage, qui ont repris leur sérieux, commence le long descriptif de tous les paramètres nécessaires à la manœuvre d'insertion en orbite lunaire, qui est maintenant quasiment imminente. 7300 000. Petit à petit, la Lune grandit. De petits points blancs, elle devient une gigantesque masse grise constellée de cratères. 6500 000 nautiques. Les ingénieurs vérifient une dernière fois les paramètres. Pas question de rater cette occasion unique d'aller explorer notre satellite. 4600 000. L'équipage va bientôt passer derrière la Lune, car oui, la manœuvre se fera, ou non, sans que Houston puisse être mise au courant. 2200 000. Si le vaisseau réapparaît 4 minutes avant l'heure prévue, c'est que la manœuvre n'a pas eu lieu et qu'il y a eu un problème, et donc que la mission est annulée. À bord, l'ambiance est tendue, tout le monde est à son poste, scrutant tous les paramètres pour s'assurer que tout est bon. 1500 000 nautiques. On est désormais à quelques minutes de la perte de contact. Les derniers 1000 passent très lentement. Le centre de contrôle est totalement silencieux. On entend seulement un bruit de fond. Quand tout à coup, plus rien. Le Capcom prononcera une dernière phrase. Roger out. Désormais, c'est certes une longue attente pour nous, mais pour les ingénieurs au sol, ça doit être un vrai calvaire. Plus de 10 ans que cette mission est préparée, 10 ans qu'on s'apprête à concrétiser cette incroyable aventure, et un échec remettrait toute la suite du programme en question. Caché de la Terre, l'équipage réalisera pourtant sa manœuvre comme prévu, se mettant ainsi, après plus de 3 jours de voyage, en orbite autour de leur destination, la Lune. C'est un moment vraiment étrange d'être là, coupé de toute aide extérieure. De là où nous sommes, la Terre et tous ses habitants nous sont invisibles, et inversement. C'est un sentiment assez étrange, mêlé de solitude et de fascination de se tenir là, perdu à côté de notre satellite. 7 minutes après la mise à feu du moteur, on est censé réapparaître devant la Lune,
Mais au centre de contrôle, on ne reçoit rien. Les secondes passent, les unes après les autres. L'atmosphère est lourde, mais 40 longues secondes après l'heure prévue, ils captent finalement leur communication. Le premier message échangé sera celui de Neil. Read you loud and clear, Houston. C'est un soulagement pour nous. Ça signifie que la mission peut se poursuivre vers la surface. L'équipage passera les minutes suivantes à décrire tous les paramètres de la poussée et leur orbite actuelle, tandis que les ingénieurs au sol vont plonger sur la feuille de calcul pour voir si tout s'est bien déroulé. Les 3 astronautes lèveront ensuite les yeux de leur jauge et de leur compteur pour pouvoir observer pour la première fois la Lune d'aussi près. C'est un paysage vraiment splendide, comme une sorte d'immense désert gris, constellé de petits cratères. Mais on y distingue aussi des sortes de montagnes et de vallées, qui ressemblent beaucoup au paysage terrestre par certains aspects. Et c'est sur ce sol inconnu que je repère le site où je vais aller normalement me poser demain. Mais il se situe dans la nuit de la Lune, donc il est pour l'instant quasiment invisible. Avec l'équipage, on pourra par la suite observer d'autres cratères, comme le cratère Tarentus ou Messier, avant de finalement passer dans la nuit de la Lune. Durant les quelques dizaines de minutes où il est dur de voir en détail la surface, l'équipage, et plus particulièrement Buzz, décrira la Terre vue depuis la Lune. Elle semble très loin de là où elle est, comme un petit point bleu pâle perdu dans l'immensité noire de l'univers. Et c'est à ce moment que je me dis que c'est sur cette planète que tous les êtres humains sont nés, sont morts, et que toute notre histoire s'est déroulée. Ça donne le vertige. Mais peu après, nous devons nous arracher à cette contemplation, car le vaisseau perdra de nouveau le contact avec la Terre, puisqu'on passe une nouvelle fois derrière la Lune. Être coupé de notre planète me fait toujours ressentir cet étrange mélange entre la fascination et la solitude. Mais au moins cette fois, il n'y aura pas de manœuvre critique à effectuer. Et le vaisseau se montrera de nouveau aux yeux de la Terre sans qu'il n'y ait eu le moindre problème. Une fois réapparus, ils commenceront à prendre plusieurs photos détaillées de la surface. Puis Mike, sur demande de la NASA, décrira longuement la mer de Smith, une zone géologique très intéressante. Car oui, si l'on va sur la Lune, ce n'est pas seulement pour l'exploit technologique, mais également car ça nous permettra de découvrir une multitude de choses sur notre satellite, et peut-être cela nous permettra même de savoir d'où vient la Lune, quelle est sa composition, comment explique-t-on ces fameuses mers, et tant d'autres questions. On passe désormais au-dessus de la mer de la fertilité, et il n'en fallut pas plus pour que Buzz commande ce survol. The Sea of Fertility doesn't look very fertile to me. I don't know who named it. Après avoir fait plein d'autres observations, on repasse à nouveau dans la nuit lunaire, puis à nouveau, il y a la perte de contact avec la Terre. Et cette fois, une nouvelle manœuvre est effectuée par Mike Collins de 17 secondes, qui permet de corriger la trajectoire du vaisseau. Et encore une fois, elle se déroule sans qu'aucune intervention de la Terre ne soit possible. Heureusement, tout se passa bien, et le Capcom sera rassuré de l'apprendre lors de la reprise des communications. Après cette manœuvre, nous devons réaliser plusieurs opérations qui seront décisives pour la suite de la mission. En effet, l'équipage va terminer d'allumer tous mes systèmes pour pouvoir me détacher de Columbia sans souci. Buzz et Neil vont donc premièrement activer mon système de tracking du site d'atterrissage, et il fonctionne bien. On arrive très facilement à le localiser quand on le survole. Par la suite, on réalisera des tests de communication en séparant celles venant du LEM et celles de Columbia, comme ça sera le cas demain quand on séparera les deux vaisseaux. On fera de même avec l'alimentation électrique, et tous ces tests se déroulent à la perfection. L'équipage me testera encore pendant quelques dizaines de minutes avant d'avoir l'approbation de la NASA que je suis prêt pour demain. Après tout ça, l'équipage mangera, puis ils diront bonne nuit au Capcom, et car ils seront fatigués de leur longue journée. Mais je me rends compte qu'ils ne dorment pas. En effet, je les vois sur leur hamac, les yeux ouverts, en train de regarder par le hublot. Ils ne parlent pas besoin de communiquer pour se rendre compte de la beauté de la vue qu'ils ont par les hublots. Et quelque part, ils ont raison d'en profiter. Cette vue, ils ne sont que très peu à avoir pu en profiter. Et ce n'est que provisoire, dans 3 jours, la Lune sera déjà loin. Mais il faut qu'ils se reposent quand même.
car il faut être en forme demain. Car demain, justement, l'homme marchera sur la Lune.